Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai eu l'idée de faire une vidéo assez spéciale pour marquer le coup. Je vais vous parler de 23 choses culturelles qui m'ont marqué pour mes 23 ans. Oui, j'ai 23 ans. En 1, les BD loups. Donc j'ai tous les tomes. Je suis hyper fan. J'ai l'impression que je fais un haul. C'est trop drôle. Une série de BD illustrée et écrite par Julien Nil. Je les lis depuis mon entrée au collège. J'ai tous les tomes. Pour les personnes qui ne connaissent pas, on suit la vie de Lou, une jeune adolescente, et on la voit évoluer, tout simplement au fil des tomes. Alors pour le moment, il n'y a que 2 saisons. La première, elle comporte 8 tomes. La deuxième, elle a débuté il y a vraiment pas longtemps. Et le deuxième tome de la saison 2 va sortir normalement en fin d'année. Ça se lit très vite et les dessins sont sublimes. Il y a eu un film sur la BD en 2013, je crois, aux alentours de 2012-2013. Et pareil, réalisé par Julien Nil. Je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment chouette à regarder. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et je l'ai lu pour les cours en seconde, je crois. Je l'ai relu plusieurs fois parce que la première lecture, j'avais eu du mal. J'avais eu du mal à me mettre dedans, j'avais eu du mal à le comprendre, à l'aimer. C'est l'histoire d'une femme qui rêvait d'une vie romantique et elle n'a pas la vie dont elle rêvait, tout simplement. Elle s'ennuie et son mari, pourtant qui est aimant avec elle, l'ennuie encore plus. On va suivre son évolution au fil du temps. Il y a également un film que j'avais vu aussi pour les cours, justement. Je vous le mettrai en description. Le livre numéro 2 de David Fuenquinos. Ce livre m'a marqué parce qu'il m'a permis de me renouer tout simplement avec la lecture. J'ai abandonné la lecture pendant plus d'une bonne dizaine d'années à vrai dire. Là, je me suis remise il y a vraiment pas longtemps. On va suivre l'histoire d'un garçon qui a une petite particularité, il a failli être Harry Potter. On va suivre l'histoire du casting jusqu'à l'échec du coup, puisqu'il n'a pas été pris, il a été le choix numéro 2. Ça se lit hyper facilement, le livre n'est pas long du tout, donc je vous le conseille. Antigone de Jean Anouilh. Petite pièce de théâtre que j'avais lue au lycée en seconde qui m'avait transcendée à l'époque. Je l'aime toujours autant. C'est l'histoire de 2 frères qui vont se battre jusqu'à la mort. Le souci c'est que un a le droit à une sépulture et l'autre est condamné à ne pas être enterré. Antigone, donc c'est la petite sœur des 2 frères qui se sont battus, n'est pas du tout d'accord, veut que son frère ait aussi le droit à une sépulture. Elle va jusqu'à risquer sa vie pour que son frère se fasse enterrer. Et ça se lit hyper facilement, comme toutes les pièces de théâtre d'ailleurs. Je vais vous parler d'un film, Adulte et con, d'Albert Dupontel. Mon film préféré. Vraiment pas de défaut. C'est l'histoire de Sustrapé qui a accouché sous X à l'âge de 15 ans. Elle est mourante et souhaiterait savoir ce qu'est devenu aujourd'hui l'enfant. Et parallèlement, on va suivre l'histoire de Jean-Baptiste Cuchas qui souhaiterait avoir une promotion mais ne semble plus faire l'affaire car il est pas aussi jeune qu'on le souhaiterait. Désemparé, il tente de se suicider. Mais les 2 personnages vont se rencontrer pour chercher l'enfant de Suze qui est né une trentaine d'années auparavant. Ce film est tout simplement magique à regarder. Nicolas Marié joue un personnage assez comique, m'a beaucoup fait rire. La colorimétrie est parfaite. Certains passages m'ont fait penser au film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Les duos Virginie Efira et Albert Dupontel fonctionnent très bien. Je vais vous parler d'une personne dont j'admire énormément le travail, Albert Dupontel. Donc c'est mon réalisateur préféré. D'abord humoriste, il se lance en 1992 avec son court-métrage Désiré, un accouchement qui se déroule en 2050. Il apparaît ensuite dans plusieurs films avant de réaliser les siens par la suite. Il n'a pas réalisé beaucoup de films, mais ils sont tous très intéressants à regarder. Personnellement, ses meilleurs films sont Adieu les cons, Au revoir là-haut et Second tour, que j'ai vu en avant-première. Ce dernier sortira le 25 octobre. Ce que j'aime par-dessus tout chez lui, c'est qu'il ose. C'est quelqu'un de passionné et ouvert à toute proposition cinématographique. On verra donc plusieurs tentatives de plans compliqués à tourner, des colorimétries rappelant celle de Jeunet à l'écran aussi. Je vous conseille à 1000% sa filmo. Il a tourné également en tant qu'acteur, en plus de ses propres films où il est acteur principal à chaque fois. Et je dis souvent que certains réals sont faits pour être acteurs et réals à la fois. C'est le cas de Dupontel, mais pas pour Guillaume Canet, par exemple.
mon actrice préférée. Elle a gagné le César de la meilleure actrice d'ailleurs cette année il me semble. Et enfin, après 53 films quand même réalisés, parce que là je suis en train de mater toute sa filmographie. Je vais pas vous donner des détails, mais c'est un peu lourd à regarder. Moi ce que j'aime chez elle c'est son jeu d'acteur tout simplement parce que je le trouve vachement émouvant et juste doré dans Benedetta et encore plus dans Adieu les cons. C'est pour ces raisons notamment que je suis très admirative de son travail. C'est mon acteur préféré et en plus d'être beau, il est talentueux. Et j'ai l'impression que ce mec est multitâche, c'est pas possible, genre il sait tout faire. Et je vais courir au cinéma le 13 septembre je crois, parce qu'il y a un nouveau film qui sort Pierre-Ninet. En plus c'est le rôle principal de Michel Gondry je crois, le livre des solutions. Ouais, ça va sortir le 13 septembre. J'ai vu toute sa filmographie. Il n'y a pas un rôle où j'ai été déçue. À part OSS 117 de Nicolas Bedos, j'ai pas aimé. Qui s'est bien rattrapé dernièrement avec Mascarade de Nicolas Bedos aussi. Le film Monica d'Igmar Bergman. Le film raconte tout simplement l'histoire d'un couple lors d'un été. C'est le film qui m'a fait aimer réellement le cinéma. Moi je me suis dit que le cinéma était clairement un art à part entière. J'ai toujours aimé le cinéma mais j'étais habituée à voir du cinéma populaire. Je ne m'intéressais pas au cinéma plus ancien. C'est un film qui a inspiré grandement la nouvelle vague. Un plan en particulier, le regard caméra. Ce regard caméra m'a sorti du film, mais il m'a fait ressentir quelque chose. Pour la première fois dans mon expérience de spectatrice, je ressentais une réelle complicité avec un personnage en fait. J'ai choisi une musique, Malabida de Mano Negra. Cette musique m'a marquée parce qu'elle fait partie du film Adieu les cons d'Albert Dupontel. Elle intervient dans le film lors du flashback de Suze qui se rappelle de la rencontre avec le père, l'enfant qu'elle a eu sous X. Et je trouve que cette musique a été très bien choisie pour ce passage parce qu'elle est très rythmique, elle va très vite, elle suscite en fait une sorte d'envie de danser, de faire la fête. En gros, elle est synonyme de joie quoi. Sauf que en fait, les paroles, elles veulent dire tout autre chose. En fait, elle parle d'un amour toxique. Le chanteur parle d'une personne qui lui donne carrément le mal de vivre. Suze, trappée en ayant rencontré ce garçon, elle va avoir des remords suite à ça parce qu'elle a perdu son enfant. Elle a accouché sous X, elle ne le rencontrera jamais. Elle le verra jamais grandir. À cause de cette rencontre, Suze, elle se sent super mal dans sa vie. Et je trouve que ça fait vraiment écho à la situation actuelle, enfin dans le film je parle. Quand je l'écoute, c'est pas pour danser mais pour me repasser cette scène justement de flashback en tête. La série Dark. 2 enfants disparaissent dans une petite ville et tout le monde commence à s'inquiéter. Et Jonas et ses amis vont essayer de résoudre cette affaire. Je pense que c'est l'une des séries qui m'a le plus bouleversée, parce qu'elle est extrêmement bien réalisée. Par contre, il faut avoir l'esprit bien accroché parce que c'est très compliqué à comprendre par moments. J'ai dû faire des arbres généalogiques, m'aider à bien comprendre parce qu'en fait, on voit les mêmes personnages dans le présent, dans le passé et aussi dans le futur. Je regrette tellement qu'elle n'ait que 3 saisons parce que j'aurais tellement aimé que cette histoire dure plus longtemps. 12, la série Desperate Housewives. C'est la série que je regarde quand ça va pas ou que je m'ennuie. On a tous une série réconfortante et Desperate Housewives, c'est les miennes. On va suivre l'histoire de 4 femmes au foyer lorsque l'une de leurs amies se suicide. Du coup, il va se passer plein de choses. Elles vont chercher à comprendre pourquoi cette amie s'est suicidée. C'est très drôle et les personnages sont très attachants. On ne s'en lasse jamais. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tous les scénarios possibles pour éviter que ce soit trop redondant. Par exemple, la saison 5 se passe 5 ans après la saison 4. Et heureusement, parce qu'en fait ça a permis de renouveler en quelque sorte la série et lui apporter de nouvelles intrigues. Et les 8 saisons sont actuellement disponibles sur Disney+, donc foncez. Entre Friends et How I Met Your Mother, c'est clairement How I Met Your Mother qui gagne, n'en déplaise à certains. Ici, je vous mets un sondage que j'ai réalisé sur Instagram et je vous jure que c'est How I Met Your Mother qui gagne, mais de loin. Donc on va suivre l'histoire de Ted qui est à la recherche de la femme de sa vie.
La série commence avec un plan où il est avec ses enfants, en train de leur raconter comment il a rencontré leur maman. Les épisodes vont être en fait des flashbacks des aventures de Ted et de ses amis. Ce qui est bien, c'est que ça ne se concentre pas uniquement sur Ted, et heureusement, parce que, désolé mais Ted, t'es bien gentil mais parfois t'es vachement chiant. Bien qu'il soit le personnage central de la série, voilà, on arrive à se concentrer sur d'autres personnages et ça c'est cool. J'ai pris le vinyle Décalage de Françoise Hardy, que j'ai eu il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est la découverte de cette année, très clairement. Le vinyle Décalage de Françoise Hardy, il est sorti en 1989, et bien qu'il soit sorti fin des années 80, on sent encore les inspirations de cette époque-là pour la musique, avec beaucoup de sons de synthétiseurs. Je m'en lasse clairement pas. Et pour les paroles, c'est sans surprise qu'elle s'est inspirée de sa relation avec Jacques Dutronc, qui était littéralement un coureur de jupons. On est content qu'elle ait pu enfin voir qu'elle méritait mieux en écrivant cet album. Je continue sur les vinyles. Là, c'est le vinyle Ma vie d'Alain Barrière. C'est une grosse découverte de l'année aussi. Alain Barrière, artiste que je ne connaissais absolument pas et que j'ai eu la chance de connaître grâce aux recommandations Spotify. Merci Spotify. J'ai ensuite acheté ce vinyle. Et il fait clairement partie des bangers de ma collection. Ça parle d'amour, mais aussi, comme dit le titre, de la vie d'Alain Barrière. Et ma préférée de l'album, ça reste quand même la chanson Elle était si jolie. La chanson Si l'on pouvait vraiment parler de France Gall, donc que j'ai aussi en petit vinyle comme ça. Alors tout d'abord, j'adore France Gall, les personnes qui me connaissent bien le savent. Ces chansons sont incroyables pour mes oreilles, mais alors celle-ci, elle est très importante pour moi parce qu'elle me parle énormément. Si l'on pouvait vraiment parler, je te décrirais mes poupées, qui ne sont plus que des chiffons, mais je me souviens de leur nom et des secrets qu'elles racontaient. C'est la chanson Message personnel de Françoise Hardy. Alors je trouve que c'est l'une des plus belles chansons d'amour. Je vous laisse deviner par qui elle a été écrite. Michel Berger, évidemment. Message personnel, c'est une chanson qui a été reprise par beaucoup d'artistes. Michel Berger, France Gall, par exemple. Mais la version de Françoise Hardy est particulière, puisqu'en fait, elle a écrit d'autres paroles en début de musique. C'est tout simplement magique à écouter. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. La chanson Seras-tu là de Michel Berger, c'est une chanson qui commence très doucement et puis plus on avance dans la musique et plus elle est intense. Il faut reconnaître le talent qu'avait Michel Berger musicalement parlant pour écrire des musiques aussi belles quoi. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous. J'ai choisi de parler de France Gall, qui est ma chanteuse préférée, qui ne fait malheureusement plus partie de ce monde, et je me reconnais énormément dans ses chansons. Elle avait une voix magnifique, surtout dans les années 70, et ses collaborations avec Michel Berger restent les meilleures, très clairement. J'ai choisi de parler de Michel Berger. C'est un grand monsieur qui est parti lui aussi trop tôt malheureusement, que j'aurais aimé voir en concert, mais ça ne se fera plus jamais. Il avait un talent magnifique pour la musique et le couple qu'il entretenait avec France Gall était trop mimi quoi. J'ai choisi de parler du film Annie Colère de Blandine Lenoir. C'est un film que j'ai été voir en début d'année au cinéma. Ça se passe dans les années 70. On va suivre l'histoire d'Annie qui tombe enceinte mais elle souhaite avorter. Elle entend parler alors du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui pratique en fait des avortements illégaux. Et suite à cette expérience qu'elle va vivre, elle va faire la rencontre d'autres femmes et elle va venir aider ces femmes par la suite à avorter. Elle va se retrouver dans un combat pour faire passer la loi de l'avortement. J'ai adoré l'univers des années 70 parce que je suis fan tout simplement de cette décennie-là, mais aussi comment sont représentées les scènes d'avortement à l'écran. J'ai beaucoup pleuré en regardant le film
parce que je me suis retrouvée dans certains témoignages de femmes aussi. Les décors et les costumes sont dingues, les actrices sont très convaincantes aussi. C'est pour toutes ces raisons que ce film m'a marqué tout simplement. 20 ans d'écart de David Moreau. En fait, c'est l'histoire d'Alice Lantins qui fait la rencontre de Balthazar lors d'un vol en avion. Elle oublie sa clé USB et le jeune homme la récupère et comprend que c'est un excellent prétexte pour la revoir. Alors suite à ça, Alice elle va se rendre compte que faire semblant de sortir avec un homme plus jeune qu'elle peut lui permettre d'être bien vue dans son travail. Elle va alors utiliser Balthazar qui lui, de son côté, va commencer à avoir de réels sentiments envers elle. C'est pas le film le plus esthétique cinématographiquement parlant, mais ça reste mon film chouchou. Comme Desperate Housewives est ma série réconfortante, 20 ans d'écart est mon film réconfortant. Je vais vous parler de Jack et la mécanique du cœur, de Mathias Malzieu. C'est l'histoire de Jack qui est né le jour le plus froid du monde. Son cœur est gelé. Il est recueilli par Madeleine, qui est médecin, et lui confectionne une horloge pour remplacer son cœur. Cependant, cette fabrication, elle est assez fragile. Et du coup, il va devoir respecter 3 règles au cours de sa vie pour garder son cœur intact. Premièrement, ne pas toucher à ses aiguilles. Ensuite, il faudra qu'il maîtrise sa colère, mais aussi et surtout la plus importante à ne jamais oublier, jamais au grand jamais tomber amoureux. Sauf que Jack, évidemment, il grandit et il va rencontrer Miss Acacia, une petite chanteuse qu'il va bien aimer. Ce film a longtemps été mon film d'animation préféré. Je sais qu'il a fait peur à certains, genre ok. Moi je le trouve magnifique. Il existe aussi en livre que j'ai là. Voilà, je l'ai eu en cadeau d'anniversaire il y a 2 ans, 2-3 ans. Cependant, le film et le livre n'ont pas du tout la même fin. Et ça, c'est assez perturbant parce que après avoir tant regardé le film, quand je vous dis que je l'ai vu, mais je l'ai vu une bonne dizaine de fois, j'ai été déçue par la fin du livre en fait. Bien que j'ai adoré le lire, hein. Le livre franchement je le relirai sans problème, y a pas de souci. Juste la fin, j'étais surprise parce que du coup, quand tu connais la fin de quelque chose, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une autre fin. Tellement habituée à la fin du film, je pensais que c'était vraiment la même dans le livre, et pas du tout. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que je puisse m'améliorer tout simplement. Nous on va se retrouver très bientôt normalement pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.